Vous écoutez RFI, les 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel et 8h30 à Djouba. Le journal est présenté par Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour Juliette, bonjour à tous. À la une ce matin, pas de festivités aujourd'hui au Soudan du Sud pour marquer les 5 ans de l'indépendance. Des violents échanges de tirs ont eu lieu hier aux abords du palais présidentiel à Djouba. Le Soudan du Sud et son économie toujours fragilisée à cause de l'impossibilité d'exporter son pétrole. Faustin Archange Touadéra, 100 jours plus tard, le président centrafricain termine la première période de son mandat. Les centrafricains saluent la méthode Touadéra, mais attendent toujours des résultats. Au sommaire également, le flou règne encore à Kinshasa 6 jours après le repêchage de 6 corps dans la rivière Ndjili. L'enquête n'avance pas. Et puis la liste électorale gabonaise remise à la commission électorale en vue du scrutin présidentiel du 27 août. Près de 630 000 Gabonais sont appelés aux urnes. Il n'y aura pas de célébration aujourd'hui au Soudan du Sud pour les 5 ans de l'indépendance. La situation sécuritaire reste très tendue dans le pays, malgré l'accord de paix signé il y a près d'un an et le retour de Riek Machar à Djouba. En témoignent ces tirs qui ont eu lieu hier dans la capitale, quelques heures de tension en fin de journée. Et donc pas de fête ce samedi dans les rues pour des raisons d'économie, explique le ministre de l'Information. L'économie sud-soudanaise est basée sur le pétrole. Un or noir qui, pour le moment, ne peut pas être exporté sans le voisin du Nord, le Soudan. Les explications d'Amoré Ochar. 2011, le Soudan du Sud fait sécession en emportant 3/4 des ressources pétrolifères du Soudan. Djouba tire alors la quasi-totalité de ses recettes de l'or noir. Mais voilà, le jeune pays manque d'infrastructures et ne peut exporter son pétrole sans l'aide du voisin du Nord. Les deux pays doivent donc cohabiter sur fond d'un conflit armé qui s'envenime pour la maîtrise de la riche région pétrolifère que les deux pays veulent contrôler. Alors pour que le Soudan du Sud rallie la mer Rouge, prérequis indispensable pour vendre son pétrole, Djouba doit utiliser les oléoducs soudanais, mais les deux Soudans peinent à s'accorder sur les frais de passage. Las, le Soudan prélève ses taxes directement dans le pétrole sud-soudanais qui, en réaction, arrête sa production en 2012. Mais avec une économie totalement dépendante du baril, le Soudan du Sud doit reprendre la production un an plus tard. Avec la chute du cours du baril et les tarifs de Khartoum, Djouba vend à ce moment-là à perte. Ce n'est qu'en février 2016 que les deux pays déclarent enfin avoir trouvé un terrain d'entente pour l'utilisation des oléoducs soudanais. Aujourd'hui ruinée, l'économie sud-soudanaise a besoin d'exporter son pétrole et le Soudan voisin est pour l'instant la seule opportunité de le faire. Et pour mettre fin à cette dépendance envers Khartoum, le Soudan du Sud a conclu des accords avec le Kenya au sud, l'Éthiopie et Djibouti au nord pour la construction de 2 oléoducs. Pour la première fois, les chefs d'état-major des armées des pays du lac Tchad se sont réunis hier à Difa, dans le sud-est du Niger, pour faire le point sur la lutte contre Boko Haram. Étaient donc présents le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Les insurgés islamistes de Boko Haram, très actifs dans cette région du sud-est nigérien, où ils ont réalisé une percée il y a un mois contre la localité de Bosso. 26 soldats avaient alors perdu la vie. Cela fait maintenant 100 jours que Faustin Archange Touadéra est à la tête de la Centrafrique. Et c'est une date toujours symbolique. Le président, salué pour sa méthode, est de plus en plus sous pression. La reprise économique tarde à arriver. Les discussions avec les groupes armés ont peu avancé. Après l'état de grâce, c'est donc une nouvelle partie du mandat du président Touadéra qui s'ouvre. À Bangui, Esteban Galliano. 100 jours symboliques durant lesquels le professeur président a pris ses marques et défini son style, un style rassembleur et conciliateur très apprécié par ses concitoyens. Sur le plan diplomatique, le nouveau président a replacé la Centrafrique au sein du concert des nations. Sur le plan économique et social, la reprise est timide. Le président a signé de nombreux accords avec les partenaires pour rebâtir les bases du pays, même si une partie de l'opinion veut plus et plus vite. Question sécurité, malgré un discours ferme de la présidence et l'ouverture des consultations avec les groupes armés, il n'y a pas de grandes avancées. Selon un observateur de la vie politique du pays, le climat de tension demeure. Depuis 2 semaines, on constate une recrudescence des violences dans le centre et le nord du pays. Du côté de l'opposition, on reconnaît que la charge de travail est immense, mais que la situation exige de faire des réformes rapidement. Dans le camp présidentiel, on estime qu'il faudra du temps pour reconstruire le pays. Esteban Galliano, Bangui.
RFI. Et par ailleurs, plus de 6000 Centrafricains ont fui en quelques semaines l'ouest de la Centrafrique pour se réfugier au Tchad en grande partie, mais aussi au Cameroun. Information donnée par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. En cause de violents heurts dans la région d'Ouampende, les témoignages recueillis par les ONG font état de meurtres, d'enlèvements, de pillages et de combattants lourdement armés. Pour le porte-parole du HCR, Leo Dobbs, la situation est critique car l'aide manque de financement. Si les financements ne sont pas au niveau nécessaire, quelque chose va en pâtir. Donc nous devons faire des priorités et évidemment, nous mettons en premier ces gens qui traversent la frontière dans une situation désespérée. Mais nos missions sur le long terme sont affectées. Celles concernant l'accès à l'éducation des enfants, les soins médicaux, les moyens de subsistance, ces projets doivent être mis de côté. Vous savez, il y a tellement de crises en même temps dans le monde. Plus de 60 millions de personnes ont dû quitter le lieu où elles vivaient et un tiers sont réfugiés dans un autre pays. Il y a tellement de besoins et les subventions ne suivent pas. Le phénomène a commencé il y a 4 ou 5 ans avec l'émergence de nouveaux conflits, le retour d'anciennes rivalités. C'est sans précédent et la communauté internationale n'était pas préparée. Une des choses que nous faisons, c'est une étude globale de tout le système de financement humanitaire, car beaucoup d'autres organisations comme la nôtre sont dans la même situation. Leo Dobbs, joint par Sébastien Nemeth. Au Burundi, au moins 17 élèves âgés de 16 à 25 ans sont actuellement emprisonnés dans l'attente de leur procès. Ils sont accusés d'avoir gribouillé sur des photos représentant le président Pierre Nkurunziza. Certains sont derrière les barreaux depuis plus d'1 mois maintenant. Ils comparaîtront pour outrage au chef de l'État. Pour le FENADEB, une plateforme d'association de droits de l'enfant, ces sanctions sont disproportionnées, d'autant plus qu'il est impossible de déterminer la responsabilité de chacun de ces élèves. Pas d'avancée dans l'enquête sur la découverte de 6 personnes retrouvées mortes à Kinshasa. Dimanche dernier, 6 corps ont été repêchés dans la rivière Njili, dans la capitale de RDC. Et donc, aucune explication n'a été donnée. Il s'agit de 6 jeunes personnes de la même génération. Plusieurs ONG demandent une enquête indépendante alors que l'enquête officielle, à elle, était confiée au parquet de grande instance de Matete. À Kinshasa, Kamanda ou à Kamanda Muzembe. À ce stade de l'enquête, la procureure de la République Kaondo dit ne pas être autorisée à communiquer le moindre détail sur cette affaire. Mais selon nos sources, 4 téléphones, et non pas 2, comme affirmé il y a quelques jours, 4 téléphones cellulaires donc, ont été retrouvés sur 2 des 6 cadavres repêchés dans la rivière Djili. Et chose curieuse, ces téléphones, toujours selon les mêmes sources, n'avaient pas été transmis à la justice dans les premiers jours de l'enquête. Qui avait alors intérêt à empêcher que ces pièces arrivent entre les mains de la justice? Des questions également à propos des traces de violences observées sur l'ensemble des cadavres charriés ce dimanche-là par les eaux de la rivière Njili. Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Ça m'étonne un peu. Au moment où l'enquête n'a pas encore abouti, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont les Kuruna qui sont à la base de ça. Bon, je ne sais pas où elle a eu cette information. Les ONG des droits de l'homme, dont la Voix des sans-voix et la Fondation Bill Clinton pour la paix, pensent qu'il pourrait s'agir des jeunes gens suppliciés dans un endroit où ils auraient été séquestrés. C'est pourquoi ces ONG exigent une enquête indépendante à laquelle devra être également associé le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La vie politique en RDC tournée vers l'échéance de la prochaine élection présidentielle qui doit avoir lieu selon la Constitution avant la fin de l'année. L'opposition craint un glissement du calendrier électoral. C'est pourquoi le Front citoyen 2016 a lancé une campagne de sensibilisation dans plusieurs grandes villes du pays, de Kinshasa à Goma, en passant par Bunia, Butembo ou Bukavu. L'objectif est d'expliquer les articles clés de cette Constitution, faire donc connaître la Constitution auprès des citoyens congolais. C'est le but de cette campagne, explique le porte-parole du Front citoyen, Maître Jean-Claude Katende. Ce que nous enseignons, c'est principalement les articles de la Constitution. Nous avons choisi des articles clés de la Constitution que nous avons mis dans un feuillet que nous allons distribuer sur l'étendue de toute la République. Parce que nous savons que beaucoup de citoyens congolais n'ont jamais vu la Constitution et ne l'ont jamais lue. Et cela crée un peu de confusion dans leur tête pour savoir si c'est que le Front citoyen 2016 demande de faire partir le président Kabila s'il restait au pouvoir à la fin de son mandat est vrai ou faux. Et donc, nous avons pris la décision de mettre ces articles clés sur un feuillet que nous allons distribuer sur l'ensemble du pays pour que chacun se rende compte effectivement
qu'il y avait un accord qui est inscrit dans notre Constitution pour que le président de la République exerce 2 mandats de 5 années chacun et qu'au terme de ces 2 mandats, qu'il ne puisse pas se représenter ou ni rester au pouvoir. Maître Jean-Claude Katende au micro de Sonia Rollet. Au Congo-Brazzaville, Andy Bemba a été libéré après 8 mois de prison. Ce militant du mouvement Ras-le-Bol était emprisonné pour complicité d'incendie volontaire. Et au moment où son mouvement s'opposait fermement à l'automne dernier à la réforme de la Constitution souhaitée par le président Sassou Nguesso, c'est à ce moment-là qu'il a été emprisonné. Andy Bemba n'a pas été jugé. On connaît le nombre de Gabonais qui seront appelés aux urnes le 27 août prochain. Et ils seront 628 124. C'est le nombre de noms inscrits sur la liste électorale remise vendredi à la commission électorale par le ministre de l'Intérieur. À 1 mois et demi de l'élection présidentielle, une partie de l'opposition se dit sceptique sur le nombre d'électeurs inscrits sur cette liste. À Libreville, la correspondance d'Yves Laurent Goma. La liste remise à la Commission électorale nationale et permanente, CENAP, compte 48 000 électeurs de plus par rapport à celle de 2013. La différence, c'est qu'en 2013, les Gabonais de l'étranger n'étaient pas inscrits parce qu'ils ne participent pas aux élections locales. L'opposant René Demezo-Obion, présent à la CENAP, où il a accompagné Jean Ping venu déposer officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle du 27 août prochain, a émis quelques doutes sur les chiffres annoncés. Nous allons prendre le temps de regarder attentivement cette liste pour voir comment elle est composée et nous nous prononcerons beaucoup plus explicitement par la suite. Mais à première vue, c'est un chiffre qui paraît exagéré. À réaction du président de la CENAP, René Abouguela. Rappelons-nous, en 2013, nous étions environ à 500 000 électeurs. Nous estimons que la progression nous semble assez correcte, assez raisonnable. C'est pour la seconde fois que les Gabonais iront aux urnes sur la base d'une liste électorale biométrique. Cependant, Gemalto, l'opérateur choisi par l'État, est accusé de livrer des vieilles machines et une biométrie au rabais. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI. Et par ailleurs, au Gabon, Jean Ping peut se féliciter d'une petite victoire judiciaire. Le tribunal de Libreville s'est dessaisi de l'affaire qui l'oppose avec le chef de l'État, Ali Bongo. Jean Ping accusé de diffamation par le président et par le gouvernement. Mais le dossier a été renvoyé car le président Bongo n'est pas un justiciable comme les autres. Alors pour l'avocat de Jean Ping, maître Lubin Toutoumé, il rappelle l'importance du principe de l'égalité entre tous les justiciables. L'affaire n'est pas close. Le tribunal a l'obligation de communiquer l'entier dossier à la Cour constitutionnelle qui va justement vérifier si les magistrats du siège saisis sont capables d'assurer l'impartialité, l'indépendance de la justice, mais surtout le procès équitable que l'on doit pouvoir réserver à tout justiciable devant le juge pénal. Dans notre pays, le président de la République ne peut pas être considéré comme un justiciable ordinaire. Lui-même, il n'est pas justiciable de n'importe quelle juridiction. Il ne peut pas saisir un juge de droit commun, même si la loi le permet, sans que l'on puisse quand même regarder si après, on pourrait assurer à M. Ping cette égalité des justiciables et surtout l'indépendance du juge vis-à-vis quand même, j'ai envie de dire, de cette personnalité qui est chef d'État et de surcroît, j'entends le souligner, président du Conseil supérieur de la magistrature. Des propos recueillis par Sébastien Nemeth. Au Zimbabwe, Robert Mugabe estime que l'Occident est responsable du non-paiement des fonctionnaires. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État devant des membres de son parti. Les fonctionnaires zimbabwéens se sont mis en grève cette semaine pour le non-paiement de leur salaire. Mais pour le président, ce sont les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne qui empêchent l'État zimbabwéen de les payer à temps. Vous écoutez RFI et RFI Matin se poursuit avec vous, Juliette Rangeval. Merci, c'était le journal d'Alexis Guilleux. 7h44 à Paris, RFI Matin continue. C'est aujourd'hui le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, mais rien n'incite à la fête. Situation volatile, tensions, affrontements armés. La guerre pourrait repartir dans les prochains mois selon notre invité, le chercheur Miklos Gostoni. Il est notre invité ce matin, on le retrouve dans quelques minutes, mais d'abord, c'est les sports. Et les sports, c'est toujours avec Alexandre Sebon. Alexandre, une page se tourne dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais
Amine Bakhtiam prend sa retraite. Championne du monde du 400 mètres il y a maintenant 15 ans, elle reste toujours la seule Sénégalaise jamais titrée au niveau mondial. Amine Bakhtiam avait ensuite glané une 3e place 2 ans plus tard. Récemment, elle a tenté à 40 ans de se qualifier pour les Jeux de Rio, mais a échoué à atteindre les minima. Thiam qui va à présent se concentrer sur le développement de l'athlétisme dans son pays. Ouais, parce que tout récemment, déjà, j'avais pensé à créer une association pour sportive que j'ai dénommée Cœur de Lion, avec des amis, des entraîneurs, des anciens athlètes, pour déjà toujours servir le sport en général et l'athlétisme en particulier, parce que c'est grâce à ce sport que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Donc, c'est normal que je transmets ça aux futures générations, c'est-à-dire de détecter des jeunes talents dans les écoles, dans les quartiers, dans les villages. Et on va les former et puis de les laisser grandir au Sénégal et puis de faire des résultats au Sénégal. Parce que comme nous l'avons fait nous, parce qu'avec les infrastructures que nous aurons, on n'aura plus besoin d'expatrier nos sportifs à l'étranger pour trouver des meilleures conditions, ou trouver des meilleures installations sportives. Amine Bakhtiam, néo-retraitée sprinteuse sénégalaise au micro d'Antoine Grenier. Du football, 3 rencontres du 3e tour aller de qualification de la CAN des moins de 20 ans ce samedi. Avec notamment la confrontation entre le Sénégal et le Ghana, respectivement 2e et 3e de la dernière édition. Une des deux nations ne prendra donc pas part à la prochaine. Joseph Koto, le sélectionneur sénégalais, assure que son groupe est prêt pour cette confrontation. On a eu à jouer 2 matchs amicaux où on a essayé de voir la meilleure équipe sénégalaise possible. On sait ce qui nous attend. C'est des compétitions à 2 matchs, aller et retour, et pour donner à chaque équipe sa chance. Nous jouons en premier chez nous, donc je pense que les joueurs sont conscients de ça. Qu'il faut se battre. C'est le même groupe que celui qui a éliminé la Tunisie au tour précédent. Des renforts, il n'y en a pas? Non, il n'y a pas de renforts, c'est le même groupe. Donc à part peut-être Moussa Ouagé qu'on avait récupéré, mais bon, qui est toujours convalescent, qui ne fera pas partie du match. Sinon, c'est les mêmes joueurs qui sont là. Cette équipe du Ghana, vous avez jamais vu jouer? Pas de vidéo, rien du tout? Nous connaissons le style de jeu du Ghana, et par rapport à ça, je pense que on s'est préparé en conséquence pour pouvoir mettre tous les atouts de notre côté. Le sélectionneur du Sénégal U20, Joseph Koto, au micro de Babacar Fall. Enfin, autre rencontre à suivre aujourd'hui, Burkina Faso, Mali et Gambie-Guinée. Au Nigeria, ils ne sont plus que 3 à pouvoir briguer le poste de sélectionneur national. 3 profils et 3 univers différents. Paul Le Gouen, 3 fois champion de France avec Lyon et ancien sélectionneur du Cameroun. Tom Saint-Fiet, le Belge qui a récemment quitté la sélection togolaise. Et enfin Salissou Youssouf qui a dirigé les Super Eagles lors des 2 derniers matchs amicaux contre le Mali et le Luxembourg. Un petit mot de cyclisme pour finir, Alexandre. La grande boucle sourit toujours à l'équipe sud-africaine Dimension Data. La formation sud-africaine qui a engrangé sa 4e victoire hier avec le succès en solitaire de Steve Cummings, le Britannique vainqueur à l'issue des 162 km courus entre l'île Jourdain et le lac de Payolle, parti en solitaire à 20 km du but. Cummings n'a plus été rattrapé. Dimension Data va-t-elle continuer sa série de victoires lors de la 8e étape entre Pau et Bagnères de Luchon aujourd'hui? Le résultat ce soir dans Mondial Sport, 21h10 TU. Merci, c'était le journal des sports d'Alexandre Sevran. Alexandre, on vous retrouve dans une demi-heure environ. Pour l'instant, il est presque 7h49 à Paris sur RFI. RFI, toute l'actualité, Juliette Rangeval. Et à la une de ce samedi 9 juillet 2016, l'OTAN qui finit de renforcer sa présence militaire dans l'est de l'Europe face à la Russie. L'Alliance a annoncé l'envoi de 4 bataillons multinationaux en Pologne et dans les pays baltes. L'Alliance Atlantique qui promet que l'Afghanistan reste par ailleurs l'une de ses priorités. Olivier Four sera en direct avec nous depuis Varsovie dans le journal de 8h. Le président américain Barack Obama se rendra à Dallas aux États-Unis en début de semaine après la tuerie d'hier. Le suspect a été identifié par la police comme Micah Johnson, un ancien soldat de 25 ans, vétéran de l'Afghanistan. Il aurait expliqué vouloir tuer des Blancs, en particulier des policiers blancs. Il semble avoir agi seul, selon le
ministre américain de la Sécurité intérieure. À son domicile, la police a trouvé un véritable arsenal. Outre les 5 policiers tués, la fusillade de jeudi soir a fait 9 blessés en marge d'une manifestation pacifique organisée pour protester contre les brutalités policières après la mort de 2 Afro-Américains cette semaine. Le Soudan du Sud a 5 ans aujourd'hui, un anniversaire mais pas de fête cette année pour un État ruiné qui ne parvient pas à sortir d'une guerre civile meurtrière. Le chercheur Miklos Gostoni. Miklos Gostoni, bonjour. Bonjour. Alors 5 ans d'existence du Soudan du Sud aujourd'hui, une guerre civile qui n'en finit pas, un accord de partage du pouvoir long et difficile à mettre en œuvre. Est-ce que l'expérience de l'indépendance est un échec ? C'est la question qui bien évidemment se pose dans ce 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Du point de vue politique sans doute, les 2 parties en conflit ont formé un gouvernement d'unité nationale en grande mesure comme conséquence de la pression des puissances régionales et occidentales, sans une volonté politique vraie pour résoudre le conflit de fond. Le gouvernement, du point de vue financier, est clairement en faillite, ce qui a poussé de ne pas célébrer le grand jour que des générations de Sud-Soudanais ont attendu. Un contexte politique qui se trouve aussi vraiment très volatile du point de vue non seulement politique mais militaire, puisque indépendamment de cette façade d'unité du gouvernement entre le SPLA et le SPLA in opposition, se trouve toute une série de conflits locaux qui prolifèrent dans le pays. Donc aussi bien du point de vue politique que militaire et économique, ce 5e anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan donne peu d'espoir, disons. Alors l'accrochage jeudi soir à Djouba entre 2 unités, des 2 armées rivales, est-ce que selon vous c'est un signe avant-coureur d'une reprise de la guerre, comme beaucoup le craignent ? C'est sans doute préoccupant. Je ne dirais pas que cet incident nécessairement devrait pousser en soi à la guerre, mais ce qui est vrai, c'est que ces dernières semaines, toute une série d'accrochages ont eu lieu et les 2 parties se trouvent dans la ville avec un manque clair de volonté politique des élites de résoudre leur conflit. La situation est tout à fait volatile et pourrait déclencher une crise comme celle de décembre 2013, sans doute. Je dirais même qu'il serait surprenant que dans les prochains mois, la guerre ne reprenne pas au Sud-Soudan. Alors justement, l'International Crisis Group a appelé très récemment les garants de l'accord de paix d'août 2015 à agir d'urgence. Que peuvent-ils faire ? Très peu. Sincèrement, très peu, parce que la situation au Sud-Soudan, du point de vue structurel, est très difficilement malléable. Il y a très peu de chemins par lesquels les pays voisins et même les pays occidentaux peuvent changer le contexte politique et militaire. Il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de Salva Kiir ou de l'opposition de Riek Machar de négocier. Ceci a été clair depuis le début de la guerre civile, où les 2 parties ont simplement voulu jouer un peu le jeu avec la communauté internationale, de montrer une certaine volonté de négocier, alors que toutes ces négociations ont été tout simplement des stratégies de dilatation pour se réarmer, pour continuer la guerre. Et je dirais même que dans ce contexte, la possibilité plus claire pour le Soudan du Sud, c'est un conflit prolongé dans le temps où ni le gouvernement ni les groupes rebelles en opposition pourront, du point de vue militaire, s'imposer. Et donc un conflit prolongé, un peu comme les conflits dans le Soudan. Le conflit du Darfour qui, depuis plus d'une décennie, continue. Le conflit maintenant, depuis l'indépendance du Sud-Soudan, dans le Kordofan du Sud, où les Noubas sont eux aussi dans une guerre contre le gouvernement central à Khartoum depuis des années. Et toute une autre série de conflits au Soudan qui se reproduisent et continuent dans le temps. C'est vraiment très triste, mais aujourd'hui, il faut se poser des questions très sérieuses sur le rôle qu'a joué aussi la communauté internationale à soutenir un accord de paix, à soutenir le SPLA comme partenaire de l'accord de paix et gouvernement du Sud-Soudan. SPLA qui, depuis le début de la Seconde Guerre civile au Sud-Soudan en 1983, a montré des traits tout à fait autoritaires et surtout des traits très marqués de capture de ressources et de corruption, d'accumulation tout à fait gargantuesque dans le cas depuis 2005 des ressources pétrolières avec des coûts extrêmes pour les populations civiles, bien évidemment. Est-ce que finalement on peut dire que le Soudan du Sud n'est qu'un État de papier ? Qu'est-ce qui reste à construire pour faire une nation au Soudan du Sud aujourd'hui ? Vous savez, le problème avec une réflexion seulement après 5 ans d'indépendance, c'est
que bien sûr nous avons très peu de perspectives historiques. En grande mesure, le problème, je dirais, du Sud-Soudan aujourd'hui est que le seul acteur politique et la seule élite économique qui existe au Sud-Soudan, c'est l'élite du SPLA qui, depuis 1983, a constitué le principal groupe rebelle et que pour construire une nation, bien évidemment, il y a un besoin clair d'une élite qui peut avoir une vision et une capacité de gestion qui aille au-delà du genre de profil qu'a un groupe armé, une rébellion, surtout une rébellion du Soudan. Bien évidemment, le SPLA est un produit du Soudan, avec tout ce que cela implique, du point de vue de leur formation, de leur culture, de leur manque certaine de respect des principes de droits de l'homme, de respect des populations civiles, et une vision de développement du pays qui manque complètement. Miklos Kostoni, merci. Merci à vous et espérons que dans le futur, les anniversaires du Soudan du Sud nous donneront plus d'espoir et de raisons pour célébrer. Écran noir, la grande fête du cinéma africain en Afrique centrale, célèbre sa 20e édition du 15 au 23 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Venez assister à de nombreuses projections, à une rétrospective des 20 films les plus marquants des 20 ans et participer au colloque, festival et promotion artistique. Plus d'infos sur écrannoir.org. Les 20 ans du festival Écran Noir, du 15 au 23 juillet, en partenariat avec RFI. La marche du monde, Valérie Nivelon. Juillet 1919, à Chicago, premières émeutes raciales de l'histoire des États-Unis. Un siècle plus tard, le célèbre texte de Carl Sandburg, Les émeutes raciales de Chicago, est enfin traduit en français. Sans jamais céder au voyeurisme, Carl Sandburg décrit la naissance du ghetto. La marche du monde, Valérie Nivelon. Aujourd'hui, à partir de 13h10 TU. RFI. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Le nouveau numéro de la revue Moyen-Orient dresse un état des lieux de l'ensemble des pays de la région. C'est l'Atlas Pays du magazine qui s'intéresse également à la situation politique en Turquie, au gaz naturel découvert en Méditerranée orientale, ainsi qu'à l'univers de la bande dessinée arabe en plein renouveau depuis 2011. Orient Hebdo, Éric Bataillon. Aujourd'hui, à partir de 19h40 TU. RFI. L'aviation avec Philippe Le Caplin qui prépare le défilé du 14 juillet. Dans le défilé aérien qui survolera les Champs-Élysées, il y aura de nombreux Mirage 2000, des Rafales, tous construits par Dassault. Dassault, c'est un siècle d'histoire. Comme l'industrie aéronautique est faite de cycles, le groupe a connu des hauts et des bas, mais n'a finalement jamais été vraiment en difficulté, même lors des temps de vache maigre. Alors comment expliquer cette réussite ? Il y a 3 raisons pour Stéphane Faure, qui dirige les relations extérieures de l'avionneur. Dassault, c'est d'abord une famille, et donc un actionnariat très fidèle. Ensuite, la notoriété est immense, mais la taille est bien plus petite que d'autres entreprises aéronautiques. Mais c'est une entreprise qui travaille avec beaucoup de partenaires. Il y a 500 partenaires, par exemple, industriels sur le Rafale. On travaille avec des Canadiens, avec des Américains, avec sur toute la planète. Et donc, c'est une entreprise aussi qui a su tout le temps être souple et s'adapter. Et la grande caractéristique de Dassault, et qui explique aussi sa longévité, c'est que c'est une entreprise qui fait du civil et du militaire. Et souvent, Dassault est perçu pour le militaire, mais la création des Falcon dans les années 50, et quand un domaine va moins bien, l'autre permet de maintenir l'entreprise vers le futur. Dassault est en bonne forme maintenant qu'il a enfin réussi à vendre des Rafales à des armées de l'air étrangères. Au début de l'année, l'Égypte avait passé commande pour plus de 5 milliards d'euros. Le Qatar est maintenant en ligne de mire. Voyons la répartition exacte de ce que produit et vend Dassault Aviation. Le chiffre d'affaires est à peu près à 80% à l'export. Et grosso modo, ces dernières années, on faisait à peu près 2/3 du chiffre d'affaires au civil avec les Falcon et 1/3 avec le militaire. L'avenir, c'est maintenant Neuron, l'avion du futur. Neuron, c'est un démonstrateur, c'est-à-dire un objet qui est fait pour démontrer notre capacité à maîtriser des technologies très avancées. C'est un démonstrateur de drone de combat. Donc un drone est un avion sans pilote, à bord, piloté depuis le sol, extrêmement furtif. C'est grand comme un Mirage 2000, donc c'est quand même une grande machine. On imagine souvent les drones comme tout petits, là c'est un très très gros drone. Et un drone de combat, c'est-à-dire un drone qui permettra aux armées dans le futur d'aller assez loin dans les défenses ennemies, sans risquer la vie du pilote, et en ayant la capacité, avec cette extrême furtivité,
d'attaquer très rapidement des zones qui seraient défendues par des défenses antiaériennes solides. Et notamment ce que les militaires appellent l'ouverture de portes, c'est-à-dire les premières heures où une intervention doit avoir lieu, notamment contre des défenses antiaériennes solides. On ne pense pas, nous, chez Dassault, que demain tous les avions seront non pilotés à bord, mais ça permet d'ajouter à une panoplie face aujourd'hui à l'évolution des technologies. Stéphane Faure, le directeur des relations extérieures de Dassault Aviation, qui fête cette année son centenaire. Philippe Le Caplin sur RFI, dans quelques secondes sur Radio France Internationale, c'est le journal. Et puis dans une vingtaine de minutes, Anthony Latier pour la revue de presse. Restez à l'écoute.